Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister. À la fin du dernier épisode, je vous disais que la distinction entre ce qui est important et ce qui n'est pas important, au bout du compte, c'est défini dans la tête. Ou pour dire les choses autrement, ce qui est important dépend fortement de la perspective, de l'immersion et d'attachement émotionnel. C'est sentimental. Plus tu es immergé dans quelque chose, plus ce quelque chose sera important. Et inversement, plus tu prends du recul, plus ce quelque chose perdra en importance. On pourrait même aller jusqu'à dire que l'importance est une question d'intimité. Est-ce que la survie de l'humanité est importante ? Pour nous, globalement, oui, parce qu'on est immergé dedans, parce qu'on a plein d'attachements émotionnels avec, et que ça paraît énorme depuis notre perspective. Et puis, c'est notre équipe. Mais admettons que l'on prenne le point de vue d'un alien qui ne comprend rien du tout à notre activité humaine, qui n'a aucun attachement émotionnel avec, et qui a visité des tas de planètes avec une forme de vie intelligente. Est-ce que, de ce point de vue alien, la survie de l'humanité est importante ? C'est très discutable. De la même manière, de notre point de vue, cela semble important de se développer et de ne pas régresser. Mais, d'un point de vue alien, il est probable que peu importe que l'on se développe ou que l'on régresse, ils ne perçoivent aucune différence. Parce que cette évolution ou régression n'a de relief que depuis nos limites et notre immersion actuelle. Ça semble gros pour nous, mais d'un point de vue alien, c'est probablement insignifiant. Ce qu'on ressent vis-à-vis de l'importance n'a pas vraiment de validité universelle au-delà de son contexte d'origine. Tout ça pour commencer à vous faire réaliser que l'importance que l'on ressent n'a pas vraiment besoin d'être justifiée objectivement pour être valide. Et aussi pour commencer à vous faire réaliser qu'il est difficile de contester l'importance de quelque chose sans en même temps contester l'importance de pratiquement tout. Ce qui sera le sujet d'une prochaine vidéo. Bref, et le truc, c'est que ce n'est même pas la peine d'invoquer une perspective alien, car même au sein de l'humanité, personne ne pourrait s'accorder précisément pour définir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Principalement parce qu'étant donné notre vécu, nos attachements émotionnels ne sont pas les mêmes. Mais aussi, et c'est lié, parce que notre immersion dans les différentes branches de la vie n'est pas la même. Par exemple, admettons qu'un grand nom d'un domaine dont vous ne connaissez absolument rien meurt subitement. Un grand pionnier. Pour les personnes qui sont immergées dans ce domaine, cet événement sera vraiment important. Ce sera vraiment une grande perte, une tragédie. Mais pour vous, non, ça sera comme s'il ne s'était rien passé, parce que vous n'avez pas l'immersion, la perspective et les attachements émotionnels pour que cet événement soit important. De la même manière, un scénario complètement fantaisiste, mais admettons qu'un dieu de la destruction entre en contact avec vous. Il vous dit que demain, il va faire disparaître de l'existence un domaine de l'activité humaine. Par exemple, un loisir ou une activité sportive. Et il vous donne la responsabilité de choisir entre deux domaines lequel va disparaître. Et vous avez le choix entre un domaine que vous connaissez bien et que vous appréciez, et un domaine qui vous est complètement étranger. Quelle décision vous allez prendre ? Manifestement, vous allez sans trop de scrupules choisir de faire survivre le domaine que vous connaissez bien et faire disparaître le domaine qui vous est étranger. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, l'importance est quelque chose de très égocentrique. Tout ce qui est important pour nous est essentiellement rattaché à notre ego, de près ou de loin. Une guerre dans un pays lointain, si vous n'en entendez pas parler, ça ne semblera pas important. Alors que du point de vue des habitants de ce pays, ça sera super important. Vous allez probablement trouver ça plus important quand les conséquences vont commencer à impacter directement votre pays et votre petite vie personnelle. Et comme je vous le disais dans l'épisode précédent, là où la mission de vie est égoïque, c'est que justement, souvent, ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on fait nous, ce dans quoi on est intimement et personnellement engagé, immergé et attaché émotionnellement. Et c'est là qu'on retrouve le lien entre passion et mission de vie. Parce que ce qui est important pour nous est aussi bien souvent ce qui nous passionne.
Et dans la passion, on retrouve un attachement émotionnel. Importance et moralité. L'importance est également liée à la moralité. Poursuivre ce qui est important égale faire quelque chose de bien. Poursuivre ce qui n'est pas important égale faire quelque chose de mal. À ce propos, il n'est pas rare de voir des personnes qui se rassurent sur l'importance de leur activité, de leur voix, surtout quand elles font quelque chose qui n'est pas spécialement populaire. Ces personnes, elles vont considérer que elles, contrairement aux autres, elles se concentrent sur ce qui est vraiment important, sur ce qui a vraiment de la valeur. Ça les aide à dormir sereinement le soir. D'un point de vue moral, elles se sentent bien. Ça les nourrit mentalement. L'importance étant en quelque sorte une ressource mentale qui nourrit l'esprit. Comme le bonheur, mais d'une manière différente. Parfois, l'importance est alignée avec le bonheur, mais pas toujours. Par exemple, le fait de lutter pour quelque chose d'important, ça va nourrir psychologiquement, mais pas via la voie du bonheur. L'importance est typiquement associée à ce qui est inconfortable, mais qui nous fait grandir, ce qui donne du sens à notre vie, ce qui a de la valeur, ce qui a de l'impact positif. L'importance est aussi typiquement associée à ce qui est sérieux, dans tous les sens du terme sérieux. C'est-à-dire notamment sérieux dans le sens de ne pas pouvoir être pris à la légère. Sérieux dans le sens de grave. Sérieux dans le sens que tu ne peux pas l'ignorer ou mal le gérer sans conséquences négatives. Et notamment sérieux dans le sens de vital. C'est-à-dire dont la survie de X ou Y dépend. Biologiquement, l'importance est née de cette association-là. C'est-à-dire qu'à la base, l'importance a émergé pour nous guider vers la survie. C'est seulement dans un second temps, quand la survie a été relativement assurée, que l'importance s'est élargie et qu'elle a eu des applications plus larges. Mais dans cet épisode, je ne vais pas trop m'attarder sur cette propriété de l'importance. On va en parler un peu, mais je reviendrai là-dessus plus en profondeur dans un prochain épisode. Bref, je disais que l'importance est aussi associée à ce qui est sérieux, dans tous les sens du terme sérieux. Donc, il y a le sérieux qu'on vient de voir, lié à la survie, mais il y a aussi le sérieux dans le sens opposé de amateur, dans le sens de qualité, de bien travailler. Un travail important, c'est un travail sérieux, et surtout un travail fait sérieusement. Du travail amateur, du travail de basse qualité, peut difficilement être considéré comme important. Pensez également à l'emploi du terme sérieux vis-à-vis des relations. Est-ce que c'est une relation sérieuse ? Sous-entendu, est-ce que tu es vraiment attaché à cette personne ? Est-ce que tu te projettes avec elle ? Etc. Autrement dit, est-ce que tu éprouves de réels sentiments profonds pour elle ? Notez que l'on retrouve ici le lien de l'importance avec le côté sentimental et l'attachement émotionnel. On reviendra là-dessus aussi plus tard, mais pour certaines personnes, ce qui n'est pas sérieux ne peut pas être important. Et c'est ce qui mène au problème de prendre la vie trop au sérieux. Enfin, et c'est lié, l'importance est aussi associée à ce qui est prioritaire. À ce qu'on fait non pas pour passer le temps, parce qu'on a que ça à faire, mais à ce qu'on fait parce qu'on veut le faire. Par exemple, si tu allumes la télé sans intention particulière, juste pour occuper ton esprit parce que tu t'ennuies, eh bien, ce n'est pas important. Pareil pour aller faire un tour sur les divers réseaux sociaux. En gros, plus tu peux supprimer quelque chose de ta vie, moins c'est important pour toi. Voilà en gros tout ce à quoi est typiquement associée l'importance. Même si, comme on le verra, ça va plus loin que ça. Ce qui est pourquoi j'ai commencé à vous parler d'importance en termes de sentiments et d'attachement émotionnel. Parce qu'au fond, c'est ça le cœur du truc. C'est ça le point commun. Bref, revenons-en à nos moutons. Je disais que l'importance est liée à la moralité. Et qu'il n'est pas rare de voir certaines personnes qui se rassurent sur l'importance de leur activité, de leur voix, surtout quand elles font quelque chose qui n'est pas spécialement populaire. Ces personnes, elles vont considérer que elles, contrairement aux autres, elles se concentrent sur ce qui est vraiment important, sur ce qui a vraiment de la valeur. Et cela les réconforte psychologiquement. D'un point de vue moral, elles se sentent bien.
Mais pourtant, bien souvent, ce qu'elles font, ces personnes, c'est simplement relativement plus important que ce que font les autres, au sein de ce domaine-là, sans être absolument quelque chose d'important en dehors de ce domaine. C'est-à-dire que si le but, c'est vraiment de rechercher l'importance objective maximale, dans ce cas-là, l'approche rationnelle serait de changer de profession, de changer de domaine d'activité. Mais en réalité, le but n'est jamais de rechercher l'importance objective maximale. C'est toujours l'importance relative que l'on cherche, ou l'importance ressentie, si vous préférez. Et donc, on en revient à l'égocentrisme. Au bout du compte, ces personnes, elles vont valoriser le fait de faire les choses à leur manière, parce que, selon leurs critères personnels, elles aiment leur manière de faire. Et réciproquement, elles vont dévaloriser la façon de faire des autres, parce qu'elles n'aiment pas leur manière de faire. Et c'est là qu'on voit bien que l'importance est davantage une question de subjectivité que d'objectivité. Aussi, et c'est assez similaire, il n'est pas rare de voir des personnes qui sont convaincues que ce qu'ils font est super important, super sérieux et moralement bon, en mode chevalier blanc, défenseur de la justice et de la vérité, etc. Alors qu'en réalité, ils font de la merde et se méprennent complètement. Et au final, font plus de mal que de bien. C'est plus ou moins l'effet Dunning-Kruger. Et ça, toi, quand tu vois bien qu'ils font de la merde, et qu'en même temps, tu vois bien qu'ils croient vraiment être sur le toit du monde, qu'ils croient vraiment être des acteurs capitaux de notre société, ayant un rôle vital, ça te fait relativiser. Ça te fait clairement réaliser que l'importance, c'est dans la tête. Et justement, de réaliser ça chez les autres, ça peut t'aider toi à arrêter de trop te prendre la tête avec l'importance, à trop essayer de te rapprocher d'une importance objective et à culpabiliser quand tu as du mal à le faire. Ça te fait réaliser que toi aussi, finalement, tu peux créer ta propre importance. Dans la même logique, il existe des personnes avec des profils schizotypiques, voire carrément schizophrènes, qui vont avoir un rapport avec l'importance qui, d'un point de vue d'une personne neurotypique, semblera manifestement délirant. Et très souvent, là aussi, on retrouvera une intrication avec la moralité, de manière assez extrême, avec une implication du bien absolu et du mal absolu, les forces du bien et les forces du mal. Si vous voyez une personne comme ça vous semblera assez évident qu'elle délire. Vous n'allez même pas considérer sérieusement sa façon de voir les choses. Vous allez vous dire que ce qu'elle considère comme important, c'est manifestement pas important. Et pourtant, dans une moindre mesure, vous avez probablement votre version à vous de ces dynamiques liées à l'importance. Mais là où c'est évident chez l'autre, de se rendre compte chez soi, c'est beaucoup plus délicat. Les absolutistes et les relativistes. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, l'importance implique du contraste, de la perspective. Pour trouver quelque chose de haut, d'élevé, il faut également quelque chose de bas, comme point de référence. En ce sens, le type de personnes qui ont tendance à valoriser l'importance de certaines choses ont également tendance à dévaloriser l'importance d'autres choses. La sacralisation et la démonisation. Le bien et le mal. Encore une fois, l'intrication avec la moralité. Ces personnes, ce sont généralement ce que j'appelle des absolutistes vis-à-vis de l'importance. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'importance est quelque chose d'inhérent aux choses, qui est à trouver de manière objective, à l'extérieur, quelque chose qui est fixe, et que c'est à nous de nous aligner avec cette importance objective. Les absolutistes tendent à avoir une vision assez fermée de l'importance. Ils vont difficilement accepter que quelque chose qui n'a pas cette importance objective peut malgré tout avoir de l'importance. Évidemment, beaucoup d'absolutistes partent du principe que l'importance vient de Dieu, de l'ordre divin. Mais pas tous. Non, il y a aussi beaucoup d'absolutistes qui pensent que l'importance est en quelque sorte une propriété naturelle du monde, ou qu'il existe des forces surnaturelles non divines qui régissent l'importance. Une intelligence cosmique, des trucs du genre. Ce qui compte, c'est que pour les absolutistes, l'importance n'est pas définie par nous ou par notre esprit, mais définie par quelque chose de non humain,
quelque chose qui nous dépasse, et qui fait office d'autorité suprême externe. Les absolutistes s'opposent aux relativistes. Les relativistes, plus ouverts, vont pouvoir relativiser l'importance et l'absence d'importance des choses. Ce n'est pas que ces relativistes ne trouvent pas eux aussi certaines choses importantes et d'autres pas, mais c'est simplement qu'ils considèrent que c'est une question de rapport individuel. Ce qui fait que pour eux, l'importance sera quelque chose d'assez diffus et de non compartimentalisé, qui individuellement va surtout dépendre de notre rapport avec les choses. En gros, de leur point de vue, toute chose peut devenir importante pour un individu donné, à partir du moment où il s'engage sérieusement avec, où il s'immerge dedans, et développe un attachement émotionnel. Alors que pour les absolutistes, non, l'importance est quelque chose de beaucoup plus statique, figé, catégorique et compartimentalisé. Pour eux, les choses ont objectivement une importance, indépendamment de notre rapport avec elles. Les collectivistes. Ensuite, on a une sorte de position intermédiaire qui implique la subjectivité collective, et que j'appelle la vision collectiviste de l'importance. En effet, la subjectivité collective, d'une certaine manière, elle forme une sorte d'objectivité, une objectivité faible, ou une objectivité sociale, si vous préférez. C'est-à-dire que, ok, c'est dans la tête des gens, mais ce n'est pas juste dans ta tête à toi. C'est en grande partie à l'extérieur de ta tête. Et les personnes qui ont la vision collectiviste de l'importance, ils considèrent que c'est leur devoir de s'aligner et de se conformer avec l'importance telle qu'elle est définie par cette objectivité sociale. Ils ont le même comportement que les absolutistes ont vis-à-vis de l'importance objective. Sauf que les absolutistes, ils sont dans une conception forte de l'objectivité, alors que les collectivistes, ils sont dans une conception faible de l'objectivité. L'objectivité forte, elle renvoie à ce qui est indépendant de la subjectivité, alors que l'objectivité faible, c'est une objectivité qui correspond à la subjectivité moyenne, à la subjectivité partagée. Je précise quand même que les relativistes purs, ils sont très rares. Non, la plupart des relativistes sont aussi des collectivistes vis-à-vis de certaines choses. Par exemple, il y a plein de trucs moraux qui, niveau importance, mettent pratiquement tout le monde d'accord subjectivement. Et on se sent pratiquement tous dans un devoir moral de rester dans le bon alignement vis-à-vis de ça. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, pour certaines choses, on tend à être collectiviste et d'autres relativistes. C'est lié à la façon dont se développe l'importance. Cela dit, notez que si les relativistes purs sont très rares, il existe en revanche beaucoup d'absolutistes et de collectivistes qui sont globalement purs. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tous les absolutistes et tous les collectivistes ont la même vision de l'importance. Non, tous les absolutistes n'ont en gros pas la même religion. Et pour ce qui est des collectivistes, ce qu'ils considèrent comme la collectivité, sur laquelle ils s'alignent, c'est rarement l'ensemble de la collectivité, mais une sous-partie de la collectivité, à savoir leur groupe. Ce qui fait qu'il existe plusieurs sous-ensembles, chacun avec son idéologie sociale de l'importance. Là où c'est le plus évident, c'est avec la politique. Le développement primaire et secondaire de l'importance. En ce qui me concerne, vous l'aurez sûrement compris, je penche beaucoup plus du côté du relativisme que de l'absolutisme. Mais sans pour autant considérer que tout se vaut. Ce qui est un gros problème de l'excès de relativisme, sur lequel je reviendrai plus tard. Pour moi, il faut avoir un relativisme raisonné, et non un relativisme complètement fantaisiste et déconnecté de la réalité. Mais bref, ce qui est certain, c'est que pour moi, l'absolutisme est indéfendable, théoriquement parlant. En pratique, l'absolutisme se défend, bien évidemment. C'est très facile de voir en quoi ça a des avantages de croire que les choses ont une importance absolue, indépendamment de la subjectivité. C'est super motivant pour rester dans le droit chemin, ça canalise les ressources, ça contribue à mettre tout le monde d'accord, ça crée ce que j'appelle une autorité suprême externe, etc. Et comme la partie bleue de nos esprits est fondamentalement taillée pour être soumise à l'autorité, eh bien, ça marche bien d'avoir ce genre d'autorité suprême externe à suivre. Beaucoup mieux qu'une autorité humaine. Mais encore une fois, d'un point de vue théorique,
quand tu as dépassé le stade bleu dans la dynamique en spirale, ça devient très difficile pour ton esprit de concevoir que les choses ont une importance en soi, indépendamment de nos projections subjectives. Non, à partir du stade orange, l'esprit entre dans une forme plus ou moins saine de nihilisme, dans lequel l'importance devient une sorte de construction bio-psychosociale. Bien sûr, à partir de là, l'erreur c'est de croire que c'est la fête du slip. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autorité suprême externe qu'il ne peut pas y avoir d'autorité vis-à-vis de l'importance. On peut individuellement et surtout collectivement créer notre propre autorité, ce qui mène à ce que j'ai appelé la vision collectiviste de l'importance, dans laquelle ce qui fait autorité, ce sont les mœurs de la société. Et ça, ce n'est pas la fête du slip, parce que nos esprits sont quand même prédisposés biologiquement, donc de manière innée, à valoriser les choses d'une certaine manière. Et tant qu'on ne traficote pas notre ADN et qu'on garde ces sensibilités-là, ça restera le cas. Autrement dit, l'importance n'est pas juste une construction sociale complètement libre. Si on prend plusieurs sociétés qui se développent indépendamment en partant de zéro, elles vont probablement développer une importance sociale assez similaire. Parce qu'il y a une base de l'importance qui est fondamentalement façonnée par des biais biologiques qui sont globalement partagés par tous les êtres humains. Cette base de biais est liée à ce que j'appelle les besoins primaires, à savoir en gros les besoins qui nous permettent de survivre individuellement et collectivement. Il y a une importance qui va naturellement se développer au service de ces besoins-là. Par exemple, l'importance que tu donnes à ta propre vie. C'est quelque chose de pratiquement inné. Si tu n'avais pas en toi quelque chose qui te fait considérer ta vie comme importante, tu ferais plein de choses qui la mettraient inutilement en péril. Imaginez que vous avez créé un robot et que ce robot n'arrête pas de se foutre en l'air en effectuant les tâches que vous l'avez programmé pour faire. Fondamentalement, pourquoi il se fout en l'air? Parce qu'il n'y a rien en lui qui lui fait donner de l'importance à lui-même et à son intégrité. C'est ça qui lui manque. De la même manière, si vous voulez que ce robot fasse ce que vous voulez qu'il fasse, de manière beaucoup plus autonome, eh bien, il va falloir rendre ces choses importantes pour lui. Et puis, tout à l'heure, je parlais du lien entre l'importance et la moralité. Il faut savoir qu'il y a une bonne base de la moralité qui est essentiellement innée. Jonathan Haidt, dans son livre The Righteous Mind, fait l'analogie entre nos capteurs gustatifs et notre sensibilité morale intuitive. Autrement dit, la base de la morale, c'est un peu comme le goût. Bref, donc, ces besoins primaires, ils vont entraîner ce que j'appelle le développement primaire de l'importance. Et ce développement primaire de l'importance, même s'il y a des petites différences, il reste globalement assez similaire chez tous les êtres humains. Mais ensuite, on a ce que j'appelle le développement secondaire de l'importance. Un peu comme une sorte de puberté de l'importance. Et ce développement-là, par contre, il est beaucoup plus libre, fluide et individuel. En gros, plus on s'éloigne des besoins primaires, plus le développement de l'importance va essentiellement dépendre de l'individu et de son vécu. Au début de l'éloignement, la variété reste encore assez faible. Ce qui fait que ça donne naissance à des gros sous-groupes, tels que les orientations politiques générales. Mais plus on s'éloigne des besoins primaires, plus la division s'accentue, jusqu'à ce que tu deviennes pratiquement tout seul dans ton propre groupe. Et toute cette part de l'importance, c'est elle qui va être beaucoup plus construite. Et c'est en raison de ce développement secondaire de l'importance que je suis assez partagé sur le concept de mission de vie, dont je vous ai parlé dans le précédent épisode. Parce que la mission de vie implique de trouver quelque chose de déjà important, et non de développer de l'importance. Comme je vous le disais, pour avoir de l'importance dans leur vie, la plupart des gens ont tout autant besoin de trouver quelque chose d'important, à savoir une mission de vie, que besoin d'apprendre à donner de l'importance aux choses. L'idéal étant de combiner les deux en même temps. Mais pas que, parce qu'après, ça devient un piège contraignant. Encore une fois, l'importance, et en particulier l'importance qui se développe de manière secondaire, c'est en effet surtout une question de rapport. Même des choses assez frivoles peuvent devenir importantes quand on s'ouvre à elles et qu'on s'engage dedans avec intensité. En fait, sans même parler d'activité externe, le simple fait d'être, de vivre le moment présent, eh bien,
ça peut avoir une importance considérable si on apprend à le valoriser. La résistance à accorder de l'importance. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont une résistance à donner de l'importance à certaines choses. Résistance qui peut être consciente ou inconsciente. Ce qui fait que leur développement secondaire de l'importance est bridé. Cette résistance à donner de l'importance peut être due à plusieurs facteurs. Et comme c'est crucial d'un point de vue pratique de comprendre ces facteurs, je vais vous les expliquer dans une vidéo séparée, à savoir la prochaine vidéo, plutôt que de les énoncer maintenant perdus à la toute fin d'une vidéo essentiellement théorique. Mais avant de couper, je vais quand même déjà vous en donner un maintenant. Le premier facteur qui peut causer une résistance à trouver de l'importance aux choses, c'est tout simplement un déficit émotionnel, ou une fermeture émotionnelle, qui fait qu'il y a un blocage. Parce qu'encore une fois, je rappelle que l'importance est très liée à l'immersion et l'attachement émotionnel, et plus généralement à l'intimité. Et donc, si tu as du mal à faire ça, si tu as du mal à t'ouvrir et te connecter émotionnellement aux choses, si tu restes distant, tu auras logiquement du mal à trouver de l'importance aux choses. Tu seras détaché et désengagé. Parce que l'importance, ou tout du moins l'importance subjective, c'est clairement une affaire de sentiment. Autrement dit, il faut apprendre à s'ouvrir et se connecter aux choses pour qu'elles gagnent en importance à nos yeux. Ce problème émotionnel peut être direct, c'est-à-dire vraiment un problème émotionnel, un problème de moyen niveau, mais il peut aussi être indirect, et être essentiellement causé par ce que j'appelle le haut niveau. C'est-à-dire concrètement par la vision que tu as de l'importance et de comment l'importance est supposée fonctionner. La vision que tu as de l'importance peut totalement créer des fermetures et des blocages. Aussi, ce problème émotionnel vis-à-vis de l'importance, il reflète très souvent un problème beaucoup plus large, vis-à-vis des émotions et de la maturité émotionnelle en général. Ce n'est pas vraiment un problème spécifique avec l'importance, mais un problème avec vous-même qui a des répercussions sur votre relation avec l'importance. Enfin bref, on en reparlera dans le prochain épisode. En attendant, en parlant d'émotions, si vous voulez en apprendre plus là-dessus et maîtriser vos émotions, je vous rappelle que je propose une formation pour vous guider sur ce terrain-là. La formation Libération émotionnelle. Vous pouvez également réserver une séance de coaching privé avec moi si vous voulez un accompagnement personnalisé. Je vous mets toutes les infos dans la description et dans le commentaire épinglé. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.